Le pleureur désigné. Je suis le pleureur désigné. Il faut que je vous dise qu'un petit monde très spécial est mort et que je suis le pleureur désigné. Vous savez, c'est une coutume importante dans beaucoup de clans et de tribus. Quelqu'un est assigné pour porter le deuil. Des fois, Howard me choisissait moi pour jouer le rôle de l'idiot. Mais je suppose qu'il l'a toujours fait. Et c'était vraiment pas mal amusant d'une certaine manière. Oh, j'ai monté le volume de la radio à fond. Je voulais pas manger un seul mot. Savez-vous que la moralité était le sujet préféré de Eddie? Ah, ouais, il adore en parler. Il trouve ça tellement heureux. La moralité pour Eddie, c'est comme quoi? Comme quoi? C'est comme une vieille urne terriblement précieuse. Une vieille urne terriblement précieuse, enveloppée dans des serviettes, au fond de son garde-robe. Il faut avouer qu'elle a quelques brèches et elle est plutôt laide, vraiment. Elle ne peut pas servir, elle n'a pas du tout de fonction dans sa vie. Mais 10 fois par jour, il faut qu'il s'exclame « Ah oui, cette urne-là, c'est mon grand bien, mon plus grand trésor. » Oui, mais vraiment... Oui. Maintenant, pour Tom, évidemment, tout ça, c'est juste une merveilleuse manière de pouvoir dire à tout moment « Eh bien, j'ai été supérieur. » J'ai toujours aimé comment, dans l'essai, il parle des gens qu'il appelle les mangeurs de crasse, les gens qui mangent la crasse. Et la façon dont il décrit la jeune femme assise toute droite sur le sofa de ses parents. Mais 10 ans plus tard, on aurait pu trouver quelqu'un comme ça nulle part. Peu importe à quel point on aurait cherché. Buvant son thé de la tasse de ma grand-mère, jaune avec des fleurs, ses mains fendues en une centaine d'endroits, elle a répondu à mes questions, poliment, calmement. Mais même en parlant doucement, sa voix était dure, comme un fil de fer. Un fil de fer se pliant prudemment autour des mots simples qu'elle disait. C'était ça, l'ennemi. Et tout ce que je voulais au monde, c'était de l'aider. J'ai dit tout haut, je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. Mais aussitôt que les mots étaient sortis de ma bouche, je tremblais de peur, comme la petite fille aveugle dans le conte de fées. Les seules fois où je pouvais réellement séparer totalement Judy de Howard, c'était quand on partait en voyage. Quand on allait dans un de ces endroits horribles-là que Judy aimait, des endroits misérables, des zones tropicales de cauchemar. Ce voyage-là était vraiment bien parce que, peu importe comment Judy était triste ou désespérée, désabusée avant qu'on parte, présentez-la à un berger ou à quelques moutons, oui, elle se revigorait sur le champ. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une différence entre les choses qu'on dit, les mensonges, j'aime la poésie, j'aime Rembrandt d'un côté. Mais c'est sûr, il faut dire ces affaires-là, parce que si on les dit pas, on devient juste un animal de zoo, une espèce de chose vide, une bagoune avec une bouche, des parties génitales, des pattes et un trou de cul. Un beau, grand, gros trou de cul. Mais il reste que c'est des mensonges. On est des rats. Toute notre famille a toujours été des rats, puis toi aussi, tu vas être un rat, mon garçon. Oublie jamais ça, puis ça ira pas de travers, parce que vraiment, c'est pas mal simple. Les habiletés des rats, elles marchent pas sous l'eau. Alors essaye de ne pas te mouiller. Abandonne pas le bateau qui coule, à moins qu'un autre bateau soit là pour embarquer. Ben, l'affaire, voyez-vous, c'est que Howard aussi, sans aucun doute, était né rat. Je veux dire, il y a des signes à la naissance, hein? La place des narines chez les prédateurs qui indique que la créature a l'intention de grandir pour rester mielleuse, pour devenir mielleuse, obèse et en santé, puis qu'elle va tout faire toute sa vie pour rester mielleuse, obèse et en santé. Howard était né rat, mais il dédaignait comme d'en être un. Il refusait simplement. Être un rat était incommensurablement infect. Moi, quand je me regardais dans le miroir, je voyais un rat. Tant qu'à
derrière, quand je regardais lui, je voyais un vent. Et ça, c'était quelque chose que personne n'avait le droit de mentionner. Mon Dieu, c'était tellement de circonstances d'une certaine manière. Tout a commencé quand j'étais à un concert. Œuvre émotionnelle pour orchestre à cordes. J'avais décidé de sortir pour passer une soirée avec moi-même. Et j'étais assise en train de regarder en pleine extase, en train de regarder les musiciens sous les projecteurs. Ils jouaient merveilleusement, tellement engagés, leurs talons plantés dans la scène. Et soudainement, les lumières ont semblé clignoter, mais les interprètes ont continué à jouer. Et puis, tout à coup, on était dans le noir total. Et puis, on a entendu des coups de feu. Pas un, pas deux pas, mais des tirs comme on en entend aux nouvelles le soir. Un son que, malgré tout, on n'aurait jamais vraiment pensé entendre en direct, si on peut dire. Et donc, c'était ça. Tout s'est enclenché à partir de ce moment-là. Quelques jours, un mois, et tout à coup, 10 000 exemples de restes humains, comme on les appelait dans les journaux, des restes humains, ou est-ce que c'était 15 000? Jack! Oui? Jack! Quoi, Chris, as-tu fini de m'achaler? Jack, les gens pleurent à des funérailles. Excuse-moi? Les gens pleurent à des funérailles. Je le sais, ça, Judy, je le sais, cette conne. Regarde, au fil des années, j'ai essayé de te parler de moi, de ce que je suis, mais ton esprit, on dirait, a toujours été ailleurs. Puis là, qu'est-ce que tu dis, que je t'ai laissé tomber? J'ai eu le respect de te dire la crise de vérité, puis là, tu m'accuses moi parce que t'as crissement pas fait attention. Mais vous savez ce que c'est, l'amour? Vous savez ce que c'est, la douleur? Des hommes sur la pelouse d'en avant. Ils ont demandé à voir papa. Il ressemblait aux gens qui venaient tout le temps ici. Papa a mis un peignoir sur son pyjama, il a mis ses pantoufles, il a descendu les escaliers. Ils n'ont rien dit. Ils lui ont défoncé le visage à grands coups de poing, ils l'ont laissé en sang, et puis ils se sont enfuis. Le lendemain, Jack a déménagé de la maison. Ah, c'est sûr que je l'enviais. De quoi vous parlez? Je les enviais toute la gang, tous ces vieux-là insupportables, Arthur, Bob, tout le monde. Je me sentais comme si je tombais dans une spirale sombre. La noirceur m'emplissant les poumons. Je montais dans le lit. Je pouvais entendre sa voix. Allons-y tranquillement. Quand je me suis réveillé, j'avais le visage mouillé. Des larmes. Non, du sang. Ah, le chat m'avait griffé. Puis je me suis demandé pourquoi les lumières sont allumées si je dors. Allons-y tranquillement. Quand je me suis réveillé cette fois-là, il y avait un son de missile, des obus, un champ de bataille. Je suis blessé grièvement. On me transporte le long d'une rivière de sang. Un hôpital. Détends-toi. Mets ta tête sur l'oreiller. Ferme les yeux. Tu n'es pas capable d'apprécier quoi que ce soit. Attends simplement le moment qui va venir. Tu le sais. Là. Là. 1, 2. C'est certain. Est-ce que tout ça était rien? J'étais pas mal écœuré de la quête de la perfection. Et plutôt épaté par tout ce que j'avais. Le carrousel, le comptoir à limonade, les arbres, les oiseaux, les écureuils, les fleurs. Je suis désolé, Howard, mais ton boisé préféré a été coupé. Mais il y a tellement de choses qui restent. Cette lumière-là, si belle, si douce, n'a pas été coupée. Les fleurs avec leurs pétales qui me chatouillent les chevilles n'ont pas été coupés. L'air frissonnant et le ciel frissonnant n'ont pas été coupés.
Thank you.